marxisme de Sartre, qui articule le projet marxien de l'émancipation sociale par l'émancipation des rapports aliénants du travail, avec une théorie de la praxis de l'individu et du groupe dans la dialectique concrète du processus historique. Bien sûr, le marxisme orthodoxe et dogmatique n'a jamais pardonné à Sartre cette déviation subjectiviste. Mais on pourrait dire, et cela est d'ailleurs ma conviction profonde, que cette accentuation par Sartre du facteur subjectif existentiel dans l'action des individus et des groupes dans l'histoire, donc né spontanément de la désérialisation des individus isolés, a intentionnellement quelque chose en commun avec la tentative d'Adorno de sauvegarder dans la dialectique négative la prévalence du facteur subjectif et de l'existence des hommes souffrant contre l'objectivisme totalisant du marxisme orthodoxe. J'ai voulu à ce propos aussi souligner, par exemple dans mon livre Sartre et la praxis, l'originalité de la thèse sartrienne de la désérialisation et celle de son concept de contre-finalité avec lequel Sartre s'efforce de mettre en évidence la déviation et même la perversion possible d'un projet originaire de la praxis dans le processus dialectique de l'histoire. Bien sûr, cette accentuation des facteurs subjectifs ne signifie nullement que Sartre soit indifférent à l'égard des déterminations socio-économiques objectives. Les réserves que Sartre avait clairement exprimées à ce propos dans Matérialisme et Révolution ont été depuis longtemps dépassées, car autrement Sartre n'aurait pu rapprocher le marxisme. Mais il est pourtant indéniable que même si Sartre justifie désormais la révolte sociale des travailleurs exploités contre le mode de production capitaliste, en ralliant Marx et sa vision de l'émancipation sociale, il maintient une différence significative par rapport à Marx, notamment au sujet du concept de la classe sociale. Car pour Sartre, j'ai essayé de lui montrer dans ce livre Sartre et la praxis, la classe sociale n'est pas une entité sociologique fixe et stable, mais quelque chose qui naît et qui est créé spontanément dans la dialectique du processus et des conflits sociaux et politiques, comme conséquence des antagonismes d'intérêt, comme conséquence aussi d'une désérialisation des ouvriers. Mais c'est aussi quelque chose qui, selon Sartre, retournera toujours dans la sérialité après ces combats et après la défaite, si le capitalisme en sort victorieux. Mais cela n'empêche pas Sartre de plaider, comme le fait Marx, l'émancipation des classes opprimées, des rapports de travail aliénants, donc en faveur de la révolution sociale prônée par Marx et en faveur de l'auto-organisation de la résistance contre le mode de production capitaliste. C'est aussi qu'il s'approprie la dialectique marxiste tout en maintenant la prévalence de l'action, de la praxis du sujet particulier contre celle du collectif. Mais en même temps, il critique aussi, dans la critique de la raison dialectique, la théorie de la dialectique de la nature d'Engels, en mettant en évidence que les lois de la dialectique de Hegel, que Marx a appliquées à la sphère de la production et du travail, ne sont valables que pour les processus historiques, sociaux et politiques, mais non pas pour la nature, qui fonctionne plutôt selon les principes de causalité. Finalement, on devrait, je pense, rendre aussi hommage au grand courage politique de Sartre, qui incarne, pour ainsi dire, l'intellectuel critique engagé par excellence, qui, par ses nombreuses actions et interventions politiques, s'était déjà mis de côté, toujours mis de côté des opprimés, des exploités, des discriminés, et qui n'a cessé d'appuyer intellectuellement et politiquement le combat des peuples opprimés contre le colonialisme, contre l'impérialisme, contre le fascisme, contre le stalinisme, et de défendre en toutes les circonstances les droits de l'homme, la liberté, la dignité humaine et le droit du peuple à l'autodétermination. Donc c'est lui qui a été pendant de longues années mon guide politico-moral, et c'est probablement lui qui m'a aussi, en un sens,
peut être réconcilié avec une France que j'avais parfois vraiment envie de quitter. C'est en lui rendant hommage, mais aussi à Jean-Pierre Faye, à Michael Lowy, qui ont eu la gentillesse donc, de se déplacer personnellement donc, pour assister à ce colloque, à cette rencontre, que je cesse ainsi mes activités d'enseignant à cette université en agitant le drapeau de cet humanisme révolutionnaire de Sartre et de son engagement humain qui était toujours aussi un engagement moral et politique et non seulement philosophique. Donc, encore un mot, donc, si le temps le permet, sur l'éco-socialisme. Évidemment, pour le dire tout de suite, je me sens tout à fait en osmose et en accord avec mon ami Michael Lowy quant à la nécessité de penser les convergences possibles et nécessaires entre deux projets de transformation radicale de la société, l'écologie et le socialisme, précisément dans la perspective d'un nouveau paradigme de civilisation, au-delà du capitalisme. Et ces convergences sont nécessairement aussi sociales et politiques. Face à la crise mondiale du capitalisme avancé, l'écosocialisme, comme seule alternative possible à un système basé sur l'économie du marché et l'accumulation du profit, qui tend à briser les relations humaines et à anéantir l'habitat naturel de l'homme, en jetant les individus des classes défavorisées sous les roues meurtrières du progrès, comme le souligne Karl Polanyi dans son livre La Grande Transformation, le projet écolo-socialiste s'impose, je pense, comme le grand projet de civilisation alternative de l'avenir pour nos sociétés, comme le seul projet porteur encore de l'espoir de pouvoir éviter la catastrophe qui nous menace et de laquelle nous nous approchons maintenant de plus en plus au pas de course si les décisions urgentes permettant à la planète et à l'espèce humaine de survivre ne sont pas prises plus ou moins immédiatement. Ce projet de transformation, nous le croyons, ne doit cependant pas être exclusivement limité à des mesures de protection de l'environnement, de dépollution, de limitation drastique des émissions de gaz à effet de serre, à la réduction et à l'arrêt progressif des centrales nucléaires et à une orientation écologique de l'économie, en défiant le productivisme et en s'orientant vers la décroissance. Il doit aussi comporter une nouvelle éthique qui, et c'est ce que Michael Lowy a souligné, c'est une nouvelle éthique qui, en faisant une synthèse des valeurs de la révolution écologique avec celle du socialisme, facilitera l'institution d'un rapport autre de l'homme à la nature et la substitution progressive des valeurs traditionnelles du capitalisme et de la société bourgeoise par des valeurs nouvelles qui seront précisément celles du coopérativisme, de la solidarité, de la fraternité humaine. Par conséquent, donc, l'écosocialisme exigera non seulement la construction d'une nouvelle économie alternative et sociale, au-delà d'un système s'autodétruisant par l'esprit de concurrence à l'échelle mondiale, par le contrôle des marchés, mais aussi, j'emprunte ce terme à Michael, une économie morale orientée vers le bien commun. Par conséquent, l'éthique écosocialiste ne peut qu'avancer des valeurs qualitatives irréductibles à la quantification mercantile et monétaire. Elle ne peut que formuler et définir des impératifs moraux nouveaux correspondant aux vrais besoins des hommes et des femmes, à savoir au désir d'égalité et de justice et au désir du bonheur du plus grand nombre. Évidemment, parmi ces besoins, il y a le besoin de sauvegarder l'environnement naturel, donc, mais il y a aussi d'autres besoins, comme par exemple un besoin grandissant de justice sociale, en réaction à l'accroissement des inégalités sociales, des discriminations, etc. Donc des phénomènes que seul le socialisme peut combattre et a toujours combattu depuis son émergence historique au milieu du XIXe siècle. Évidemment, ces inégalités se manifestent aujourd'hui, par exemple, dans l'écart de plus en plus grand entre le Nord et le Sud.